L'origine de l'univers reste un grand mystère. L'astrophysique moderne nous a permis de remonter jusqu'à 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang. Mais avant, c'est inconnu, le mur de Planck. Mais il y a une chose tout aussi incertaine et mystérieuse que la naissance de l'univers. Une chose perfide, rampante et insidieuse, la genèse des théories du complot. Bien que certaines théories sont pour la plupart fantasques et extravagantes, certaines font mouche et séduisent de plus en plus de monde. Et même dans les pires affabulations de l'humanité, certains esprits pourtant d'allure bien formés se laissent berner par la douce musique du conspirationnisme. Je vous propose ici de voir pourquoi et comment notre esprit peut se laisser séduire par des discours bien construits et comment naissent les théories alternatives. Parce qu'au fond, tout ne peut pas être faux. Par une belle journée d'été, Monsieur Sceptique décide de nettoyer sa voiture. La vie est douce sur la côte ouest des USA. Mais ce jour-là, Monsieur Sceptique va faire une découverte inquiétante. Tiens, mon pare-brise est fissuré. Pourtant, je me rappelle pas avoir eu d'impact. C'est très étonnant. Ah, Monsieur Preston, j'ai des fissures étonnantes sur mon pare-brise. C'est marrant que vous me disiez cela. Monsieur Thompson m'a aussi parlé de fissures sur son pare-brise qu'il a remarqué après que Monsieur Garrison lui en ait signifié sur sa voiture. Avant lui, c'est Madame Rogers qui lui avait parlé d'un problème similaire que son amie du bridge, Madame Yates, lui avait glissé au détour d'une partie. C'est très inquiétant. Pourquoi avons-nous des fissures à Seattle alors? Certains parlent de vandales qui sévissent la nuit. Pour Madame Yates, c'est certainement les retombées d'un essai atomique dans le Pacifique au large. Inquiétant? Pour Monsieur Garrison, il semblerait que ce soit des retombées de poussière cosmique, mais Monsieur Thompson pense plus à une arme électroacoustique secrète développée par l'US Army. Quelle qu'en soit la cause, j'espère que la ville va faire quelque chose. Et la ville fit effectivement quelque chose. Elle dépêcha les meilleurs enquêteurs du pays afin de tirer au clair cette histoire de pare-brise. Quelle ne fut pas leur stupéfaction quand les enquêteurs confirmèrent qu'il existait bel et bien un grand nombre de pare-brises abîmés un peu partout dans la ville. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand ils se rendirent compte qu'à 100 km de là, dans une petite ville de l'Oregon, les pare-brises étaient aussi abîmés. À qui regarder d'un peu trop près son pare-brise pouvait y voir des fêlures, signe normal d'usure des vitres de l'époque. Cette année-là, ce n'est pas une épidémie de pare-brise fissurés qui sévit à Seattle, mais bien une épidémie de pare-brise analysés. Cette histoire est une histoire vraie qui illustre bien la propension qu'a notre cerveau à attribuer un événement, une somme d'événements complètement naturels ou liés au hasard à une forme de suite logique. Cela fait appel à deux biais majeurs de notre pensée. Le premier, c'est le biais de proportionnalité, selon laquelle on attribue faussement une augmentation des manifestations d'un phénomène alors que celui-ci est dû à l'amélioration de notre outil d'observation. Ici, un examen plus rapproché des pare-brises à Seattle a mis en avant un phénomène qui jusqu'à présent passait inaperçu lors d'un examen plus rapide. On peut facilement évoquer certain nombre d'exemples de ce biais de proportionnalité avec l'explosion du nombre de cas de cancer. Effectivement, on trouve aujourd'hui 1 personne sur 3 victime de cancer. Cette proportion semblait moins importante 50 ans en arrière, mais n'oublions pas que notre capacité à détecter ceci s'est grandement améliorée depuis. Et donc, il y a un certain nombre d'entre eux qui passaient inaperçus il y a un demi-siècle. Le deuxième biais, c'est celui de confirmation. Ici, chaque pare-brise abîmé confirmait l'hypothèse épidémique, alors que chaque pare-brise intact n'était pas considéré. Ce biais est probablement le plus dur à combattre, mais nous en parlerons à l'occasion d'une autre vidéo. Revenons un instant à Seattle, et attardons-nous un peu sur la vie de Monsieur Thompson. Il est tout à fait possible que ces fissures soient liées à des essais d'armes secrètes électroacoustiques menés par l'armée américaine. De façon assez étonnante, le 5e régiment d'infanterie de l'armée a déménagé à 60 miles d'ici il y a 6 mois, prétextant des installations vétustes aux abords de la ville. Et puis ces installations, elles ont continué à être pourtant bien agitées la nuit malgré le départ du régiment. La nuit, parfois des bruits d'alarme s'en échappent. Simple coïncidence? Moi je ne crois pas. Il y a aussi cette note du maire qui datait du mois de mai qui nous signifiait sa volonté d'augmenter les parcs et les points d'eau de la ville.
Or, on sait tous que l'eau est un conducteur majeur des ondes électroacoustiques. La ville de Seattle est même choisie par le gouvernement car elle est entourée de montagnes et donc parfaite pour ne pas que ses essais fuient à l'extérieur. Et il y a ce bourdonnement permanent dans mes oreilles. On est plusieurs à l'avoir remarqué depuis le début de cette histoire. Enfin, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même un peu beaucoup pour des coïncidences, vous ne trouvez pas? Quand on écoute l'histoire de M. Thompson, on y trouve une forme de cohérence pour des faits qui pourtant n'en avaient pas jusque-là. C'est ce que l'on appelle l'effet de dévoilement, ou l'art de lier des événements indépendants par un discours les mettant en opposition. Mais cela va plus loin, on assiste ici à ce que l'on appelle l'effet fort. Charles Fort, c'est un écrivain américain qui s'est donné la mission d'expliquer par tous les moyens possibles un certain nombre de phénomènes inexpliqués de son époque. Il s'employait à décrire avec des thèses absurdes des phénomènes jugés inexpliqués, en empilant un certain nombre d'arguments pour la plupart imprécis, voire carrément faux. Cependant, au milieu de ces arguments nauséabonds se glissaient parfois des arguments vrais. Ce procédé, que l'on nomme aujourd'hui le millefeuille argumentatif, est un procédé lourdement utilisé par les théories alternatives. Car au milieu de ce flot argumentatif moisi, si une chose reste vraie, alors tout ne peut pas être faux. Le problème est qu'il faudrait un temps infiniment plus grand pour démontrer l'absurdité d'un tel discours qu'il n'en a fallu pour le générer. C'est ce que l'on appelle la loi de Brandolini ou l'asymétrie des idioties. L'interlocuteur noyé dans ce récit concédera alors à son auteur le bénéfice du doute sur le principe prudent que tout ne peut pas être faux, bien qu'en grande partie inexact. L'effet fort, c'est servir un millefeuille fait de caca, mais dont une des couches est quand même de la vraie crème pâtissière, et on fait passer ça pour un vrai dessert. Pour finir sur ce point, écoutons l'avis de Mrs. Yates sur la cause des fissures, mais aux deux effets précédemment décrits, ajoutons un petit quelque chose. Nous sommes en 1947, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, donnant la victoire aux Alliés. Bien que l'Empire du Japon et l'Allemagne ont dans les faits capitulé, un groupuscule du nom des sushis nazis a pris place dans un atoll perdu au sein du Pacifique, au large des îles Hawaï. Nul ne sait comment et pourquoi ils ont pu s'y implanter. L'atoll est situé dans une zone dangereuse où les vents marins et les courants se rejoignent. Cette île est quasiment impossible d'accès par la mer et par les airs. C'est pour cela qu'un tunnel de plus de 30 miles de long a été creusé entre l'atoll de Kure et cette île mystérieuse. Et c'est là que les choses se compliquent. Le gouvernement américain semble impliqué dans cette organisation, fournissant la technologie pour le forage et l'armement de l'entité. Un certain nombre de membres du gouvernement des États-Unis portent le signe de ralliement des sushis nazis, le makigame. Le vice-président Nixon, le secrétaire d'État John Foster et même le président Eisenhower. Personne ne sait réellement quelles étaient leurs intentions, mais de mystérieux raz-de-marée touchant les côtes japonaises et décimant de nombreux villages et la disparition de nombreux bateaux faisaient craindre la volonté d'un groupe d'individus puissants de régner sur le monde et imposer le chaos. Ce groupe sera implanté dans plusieurs pays, à la vue de tous, la France, l'Allemagne, l'Inde et même en Antarctique. Leur but, contrôler le monde secrètement, asservir les populations, planifier les guerres, les crashs boursiers et les catastrophes naturelles. Les ondes de choc de leurs essais atomiques sont parvenues jusqu'à Seattle, provoquant une vague mystérieuse de pare-brise fêlés. Ce n'est que le début. Préparez-vous à vivre le pire dans les années à venir. Bon, ça s'appelle l'effet Othello. C'est jouer sur une narration, un scénario pour augmenter la crédibilité d'un discours. Les exemples, on en a plein en fait. Hold Up, Hold On, Le secret des pyramides de Jacques Grimaud, les clips de campagne politique aussi. Maintenant, finissons cette vidéo par la dernière pièce du puzzle. Pour cela, retournons à Seattle avec Monsieur Sceptique. Monsieur Sceptique cherche à savoir ce qui pourrait expliquer les fissures sur son pare-brise. Il va alors chercher à explorer les différentes pistes qui s'offrent à lui. Il va ainsi croiser dans les rues de Seattle des partisans de la théorie des sushis nazis qui vont lui distribuer des prospectus et l'inviteront à des réunions pour discuter de la riposte. On verra aussi des affiches placardées par l'association des victimes d'acouphènes avec un long argumentaire sur la théorie de l'armée américaine et leurs armes électroacoustiques.
On trouvera aussi d'autres théories placardées sur les murs de la ville, les Pères Noël tueurs ou je ne sais quoi. Mais Monsieur Sceptique n'y croit pas vraiment. Il voit bien que ces théories n'ont rien de plausible et bien qu'il leur accorde sa bienveillance épistémique, il n'y croit pas, voire même il pense qu'elles sont fausses et mensongères. Le problème, c'est qu'il ne fait rien pour les combattre, car il sait qu'il faudrait qu'il s'engage individuellement, qu'il prenne de son temps pour démonter les théories, faire face aux menaces, qu'il fédère autour de lui et qu'il s'expose. Bref, Monsieur Sceptique est victime du paradoxe d'Olson. Mancur Olson était un économiste américain qui expliquait en ces termes que l'individu est profondément individualiste et que l'action collective est difficile car elle représente un coût individuel que souvent nous ne sommes pas prêts à concéder. Nous préférons souvent nous reposer sur l'action des autres afin d'en bénéficier des avantages sans y participer. C'est le principe du passager clandestin. Monsieur Sceptique ne participera qu'à cette action collective de combat du bullshit si les coûts individuels sont faibles ou avantageux. Il va donc adapter la position du passager clandestin dans un grand groupe. Le problème, c'est que la somme des passagers clandestins qui adoptent cette position rend l'action invisible au profit des groupes plus actifs, plus militants. C'est pour cela que l'on retrouve des sites pro-néopathiques en première page des Google, ou alors lorsque l'on tape naturopathie efficace, on tombe sur des articles qui vantent unilatéralement les effets bénéfiques de cette pratique. Les algorithmes cultivent le paradoxe d'Olson. Si vous êtes concerné, vous alimenterez la théorie, alors que si vous êtes indifférent ou carrément opposé, vous surferez incognito sur l'océan silencieux de la raison. Ainsi naissent les théories du complot. Voilà comment une poussière insignifiante s'agglomère en rose des sables, feignant la beauté mais restant fragile et composée de grains dont la solidité, un à un, est insignifiante. Voilà comment de rien, de l'absurde, du risible naissent et prospèrent les théories les plus folles. Car au fond, tout ne peut pas être faux. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois il nous joue des tours. Allez, d'ici là, keep on healing, keep on rocking.